Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de Système embarqué 2. Aujourd'hui, on va parler de la Memory Management Unit, la MMU, qui va nous permettre d'implémenter de la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle qui est nécessaire si on veut réaliser des systèmes à plusieurs processus, à plusieurs process qui tournent avec des mémoires qui sont isolées les uns des autres. On va peut-être commencer par reprendre les slides qu'on avait dans le cours que vous avez eu le semestre précédent, dans le cours de système d'exploitation, dans la partie gestion de la mémoire. On avait parlé de la mémoire virtuelle et on avait dit que la mémoire virtuelle, c'était un des composants ou un des mécanismes qui permettait la multiprogrammation. On a fait de la multiprogrammation déjà sans mémoire virtuelle dans le cours de système embarqué, où on a utilisé les systèmes multithread. Les threads partagent leur mémoire, donc on n'a pas besoin de les isoler, c'était OK. Mais si on veut réellement faire de la multiprogrammation, de la concurrence avec un système de multiprocessus, dans lequel chaque processus a l'illusion d'avoir la mémoire pour lui tout seul, dans ce cas-là, il nous faut un système qui nous permet d'avoir cette isolation entre les différents processus pour donner l'illusion justement à chacun d'avoir la mémoire. Et la mémoire pour lui tout seul. Un des concepts vraiment importants pour comprendre la suite, c'est le fait de ce découpage en pages. De dire que l'espace d'adressage, si on regarde la mémoire qu'on a à disposition dans notre système, cette mémoire, ou la liste de toutes les adresses de la mémoire, on va découper ça en plusieurs pages. Et une page, c'est simplement une suite d'adresses qui sont consécutives, qui sont contiguës, qui se suivent. Je vais vous montrer ici, pour illustrer ce concept de page, je vais utiliser un mini-système sur 16 bits, juste pour simplifier un petit peu. Et je vais faire, donc je vais séparer ou je vais diviser ma mémoire en pages. Ici l'exemple, j'ai 4 pages, les pages 0, 1, 2, 3. Un des points que je vais devoir définir maintenant, c'est quelle est la taille de ma page. Et si je vais, le nombre de pages que je vais avoir, ça sera ma mémoire divisé par le nombre de pages que j'ai à disposition. On veut que le système soit efficace, soit performant. Donc dans les systèmes binaires, on a vraiment intérêt à faire en sorte que la taille de la page soit toujours une puissance de 2. On ne va jamais avoir des tailles de pages qui ne sont pas des puissances de 2. Alors qu'est-ce que ça nous donne comme possibilité de faire des pages? On peut faire des pages de quelques bytes, on peut faire des pages de 512 bytes, de 1024, 2048, 4096. On a toutes ces puissances de 2 à disposition pour faire des tailles de pages. Et une des pages les plus souvent utilisées, c'est des pages de 4 kg. Je vais illustrer ça aussi ici avec des pages de 4 kg. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une page, je vais avoir 4096 entrées possibles. 4096 entrées, c'est de puissance 12. Ça veut dire que je vais avoir de 00000 jusqu'à 12,1 dans ma machine, donc l'adresse qui va avoir les 12 derniers bits qui sont à 1, qui va me représenter la dernière adresse, le dernier byte de ma page 0. Donc j'ai en tout les 12 derniers bits de mon adresse m'indiquent où je me trouve dans la page, du début à la fin de la page. Ensuite, le 13e bit que j'ai ici va changer lorsque je vais changer de page. Donc, dès que je vais passer de l'adresse avec tous des 1 dans les 12 bits finaux ou dans les 12 bits de poids faible à l'adresse qui a 1 au 13e bit et tous les 12 bits de poids faible à 0, ça veut dire que maintenant je me retrouve sur la page 1, au byte 0 de la page 1, jusqu'au byte 4095 de la page 1. Puis ensuite, je vais avoir le byte 0 de la page 2 jusqu'au byte 4095 de la page 2, etc. Donc, vu que la taille d'une page, c'est une puissance de 2, l'adresse du début d'une page, je peux dire que c'est le numéro de la page que je vais shifter dans mon exemple ici des pages de 4 kg, je vais shifter de 12 bits. Donc je vais shifter de 12 bits vers la gauche le numéro de la page pour avoir l'adresse, et les 12 derniers bits, ça sera le déplacement ou l'offset à l'intérieur de cette page. Si on regarde ici l'illustration aussi, j'ai représenté ça en couleur. Les 12 derniers bits, je les ai mis en bleu. Et ça nous indique quel est l'offset dans la page. Et si j'ai un système 16 bits, il m'en reste encore 4. Les 4 bits de poids fort ici m'indiqueront quel est le numéro de ma page. Et mon adresse, ça va être
donc la position de cette adresse-là dans mon système, ça va être le numéro de la page, dans mon exemple ici 2, fois 4096, plus son offset, dans mon exemple ici, l'offset c'est 4. Donc si on regarde, j'ai l'offset 0, 1, 2, 3, 4. L'offset 4, c'est le 4e byte à l'intérieur de cette page numéro 2. Cette adresse ici, si je veux la représenter ici, je sais que je suis dans la page 2, à l'offset 4, je suis quelque part ici dans ma page. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que les éléments qui se trouvent à l'intérieur d'une page, eux, vont toujours rester à cette même position. La MMU, elle va nous permettre de déplacer les pages. Où on va faire correspondre une page virtuelle, qui aura un numéro de page, à une page physique, qui aura probablement un autre numéro. Ça veut dire ma page 0 virtuelle sera peut-être sur la page 6 ou 7 physique, ou la page, etc. Donc je vais avoir une correspondance entre le numéro, l'information qui se trouve sur une page virtuelle, et ça va être sur une page physique différente. Mais l'élément que j'ai à l'intérieur de ma page va rester à la même position par rapport à la page. Si je prends ici ce 4e byte à l'intérieur de ma page, ou là je suis sur le 5e, 1, 2, 3, 4, le 5e byte, celui qui a l'offset numéro 4, le 5e byte à l'intérieur de ma page, si je déplace ma page, je la mets à une autre adresse, cet élément ici va toujours rester avec un offset de 4. Quand je vais changer le numéro de la page, je vais uniquement changer les 4 bits de poids fort ici. Les bits de poids faible de mon adresse vont toujours rester les mêmes. Ça veut dire que c'est comme si sur une page de papier, si vous écrivez un titre en haut de la page de papier, si vous bougez votre page, vous la mettez ailleurs dans le livre, le titre sera toujours en haut de la page. C'est pas parce que vous avez bougé la page que le contenu à l'intérieur de la page va bouger. Le contenu dans la page ne va jamais bouger. Alors c'est vrai que si je prends maintenant une frontière entre deux pages, supposons que j'ai un tableau ici qui commence au milieu de la page 1 et qui finit au milieu de la page 2, alors entre le dernier élément de la page 1 et le premier élément de la page 2, dans mon exemple ici, les pages se suivent, donc ça va effectivement être des adresses qui se suivent aussi. Si maintenant je décide de mélanger les pages, ça va plus forcément être le cas. Le dernier élément de la page virtuelle 1 ne sera pas forcément juste avant le premier élément de la page virtuelle 2 quand ces pages seront mappées en page physique. Ils sont ici les mêmes en page virtuelle, mais si je change l'ordre des pages, ce ne sera pas forcément le cas dans l'adresse physique. Donc voilà pour ce concept de page vraiment important, et qu'une page est toujours une puissance de 2 parce qu'on aimerait faire que l'adresse, ça soit le numéro de la page fois la taille de la page, et ça on n'aimerait pas le faire avec une multiplication décimale compliquée, on aimerait le faire avec un shift. Donc si la taille de la page c'est une puissance de 2, pour mon adresse, je prends mon numéro de page et je vais simplement le shifter sur la gauche, dans mon exemple ici de 12 bits, parce que j'ai 2 puissance 12, 4096, mais on ne veut pas faire une multiplication compliquée. Donc toujours, les tailles de page, c'est toujours des puissances de 2. Et 4096, c'est un standard qui est utilisé dans beaucoup de systèmes. Ok, donc voilà pour ce rappel au niveau du concept de page, mais c'est vraiment important pour comprendre la suite. Où se situe ce Memory Management Unit? On a le CPU qui, lui, quand il a besoin d'une adresse, il va mettre sur son bus d'adresse l'adresse qu'il aimerait lire. Et la MMU, elle est ici entre deux. Elle va traduire l'adresse que le CPU demande, qui est une adresse virtuelle, en une adresse physique. Et il met ça sur le bus pour accéder à la mémoire ou au contrôleur des disques. À l'époque, la MMU était un composant séparé. Aujourd'hui, ça se trouve sur le même processeur. Le concept donc de mapping de mémoire ou de page, on le voit illustré ici. Chaque page que je vais avoir dans ma mémoire virtuelle va être en relation avec une page de la mémoire physique. Dans l'exemple ici, j'ai un espace d'adressage de 16 bits, donc ça veut dire que j'ai 2 puissance 16, 64 kilos bytes possibles dans ma mémoire. J'ai 64 000 adresses possibles, donc j'ai 64 kilobytes d'informations, et je fais correspondre ça avec un système qui a que 32 kilobytes d'adressage physique, mais c'est ok. Moi j'ai l'impression d'avoir 64 kilos, même que je n'ai que 32 kilos, parce que justement mes pages vont être mappées à l'intérieur de
une page virtuelle va être mappée dans une page physique et j'ai pas forcément toutes les pages virtuelles qui sont mappées sur une page physique. Si maintenant j'ai besoin tout d'un coup de plus que 32 kilos, alors dans ce cas-là, je dois avoir un système qui va m'échanger la mémoire ou une page que j'ai en mémoire RAM qui va la mettre dans une mémoire disque ou une mémoire flash et qui va me permettre d'étendre en fait ma mémoire RAM avec une mémoire disque ou une mémoire flash. Mais on voit ici la page 0 par exemple, la page virtuelle 0 correspond à la page physique numéro 2. La page virtuelle 1 correspond à la page physique 1. La page virtuelle 2 correspond à la page physique numéro 6. Donc là, si je vais accéder à ces éléments dans l'ordre, si je vais par exemple de 0 jusqu'à 12 kg ici, ben je vais commencer par lire ces éléments-là, ensuite je vais prendre ceci et ensuite je vais prendre ceci. Donc on voit que chaque page de la mémoire virtuelle, à chaque page de mémoire virtuelle correspond une page de mémoire physique. On appelle ça aussi un page frame ou un cadre de page, c'est la mémoire physique correspondante. Donc voilà, les mémoires virtuelles sont mappées en mémoire physique au travers de ces cadres de page. Si on regarde maintenant comment fonctionne la MMU sur ce système notre système qu'on avait avec ces 16 pages de 4 kg, l'adresse virtuelle rentre par le bas du système, donc elle rentre par ici. On revoit cette découpe en 12 bits qui représentent l'offset et les 4 bits de poids fort qui représentent le numéro de la page. La MMU va recevoir cette adresse du CPU en mémoire virtuelle et elle va nous donner ici une mémoire physique. Les 12 derniers bits, le déplacement à l'intérieur de la page, vont être envoyés tels quels vers la mémoire physique. La mémoire physique correspondante ne change pas l'offset. C'est la même chose que de l'explication d'avant de la page du livre. Quelque chose qui est au début d'une page restera au début d'une page, même si on bouge son numéro de page. Par contre, maintenant, comment est-ce qu'on va calculer le nouveau numéro de page? Ici, le numéro de la page physique qui correspond à ma page virtuelle numéro 2 ici. Alors, pour faire cette conversion, j'utilise une table de page. La table de page, c'est un des éléments aussi fondamentaux qu'on a dans notre MMU. Et pour aller rapidement, on a ça sous la forme d'une table et les 4 premiers bits ou les bits de poids fort que j'ai ici, c'est un index à l'intérieur de cette table. Donc ça veut dire si maintenant je veux savoir quelle est la page physique qui correspond à la page virtuelle 2, je vais lire la deuxième entrée de ma page. Je ne dois pas chercher, je vais directement à la position numéro 2 et je retrouve là-dedans la valeur 110 ou 6. Je sais avec ça que mon adresse physique ou le numéro de page physique correspondante à ma page virtuelle 2, c'est la page physique 6 et ces 3 bits, je les mets dans les 3 bits de poids fort de mon adresse physique. Avec ça, j'ai traduit mon adresse virtuelle que j'avais en entrée de la MMU en une adresse physique. L'adresse se fait relativement rapidement vu que je garde les 12 derniers bits inchangés et les premiers, c'est pour trouver dans une table, donc c'est aussi en haut de 1. Je ne dois pas rechercher ma valeur, je l'ai directement. Qu'est-ce que j'ai maintenant à l'intérieur de ces tables? Cette table, elle va contenir, c'est clair, le numéro de la page physique, c'est un des éléments importants de l'entrée de la table de page, c'est ce qui va me dire quel est son cadre de page ou quel est son numéro de page physique. Mais j'ai encore d'autres indications, d'autres informations. Typiquement, j'ai un bit ici qui va me permettre de savoir est-ce que le mapping est présent ou bien pas, est-ce que cette page est valide ou bien pas. Je vais avoir également des bits de protection qui me dira est-ce que j'ai le droit de lire ou d'écrire cette page. Je vais avoir des bits qui me diront si la page a été modifiée. C'est important si par exemple j'utilise un disque pour sauvegarder mes pages, à savoir si la page a été modifiée, je dois la réécrire sur le disque. Si elle n'a pas été modifiée, je peux m'éviter le fait de devoir la réécrire sur le disque. J'ai également un bit qui m'indique si la page a été référencée, si la page a été utilisée. Ça me permettra de savoir quelle page sortir de mon système quand je vais avoir un défaut de page. Et j'ai également un contrôle de cache qui me permettra de savoir est-ce que cette page, ou est-ce que les adresses de cette page vont être cachées ou bien pas. Mais ça, on verra aussi dans la suite quand on verra notre système embarqué, comment ça fonctionne. Maintenant, quand on avait ici une petite table de pages, on avait ici 16 entrées, ça peut être dans une mémoire très très rapide, c'est pas un problème.
mais c'était un système 16 bits. Si on prend un système comme on a nous, un système 32 bits, et qu'on veut continuer à faire des pages de 4 kilos, parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, ça veut dire que si j'ai mes 12 bits ici qui représentent l'offset, je n'ai plus 4 bits comme j'avais avant pour avoir mes 16 bits, mais j'en ai 20 pour arriver à 32 bits. Donc 20 bits, ça veut dire que j'ai 2 puissance 20 pages. 2 puissance 20, c'est à peu près 1 million. Donc c'est un peu plus même qu'1 million. Donc ça veut dire que j'aurai 1 million de pages. 1 million de pages virtuelles dans ma machine. Et si je veux représenter ça à l'aide d'une table, alors ma table, elle va avoir, si je reprends la table ici, je vais avoir non pas 16, mais je vais avoir 1 million d'entrées. Et la taille d'une de ces entrées, on voit ici, pour sauvegarder toutes ces données-là, la taille d'une de ces entrées, c'est souvent 32 bits ou 4 bytes. Ça veut dire que si je dois représenter 1 million de pages, je vais avoir 4 mégas de mémoire qui sera utilisée pour représenter la table de pages. C'est juste beaucoup trop gros pour nos systèmes embarqués souvent. C'est même très gros, même pour un système normal. Et surtout que cette information, on ne pourra pas la stocker dans une mémoire rapide. On devra la stocker dans la RAM. On n'a pas de mémoire aussi grande que ça. La seule mémoire qu'on a qui est grande, vraiment, c'est la RAM. Donc on devra stocker ça dans la RAM. La table de page se trouve dans la RAM. Et ça, c'est de nouveau un problème parce qu'on sait qu'accéder de la mémoire, ça nous coûte beaucoup de ressources. C'est lent à accéder de la mémoire. Donc si maintenant on vous dit que pour accéder à un byte en mémoire, il faut commencer par accéder à un byte ou 4 bytes en mémoire pour savoir sur quelle page aller et puis ensuite seulement accéder à la mémoire, on va doubler notre perte de temps où on va encore perdre des performances mais énormes si on doit à chaque fois lire la case mémoire dans la table de page qui se trouve en mémoire. Donc, on va utiliser un système plus performant et on verra comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc là, notre système, encore pour résumer, la table est entièrement dans la MMU et une des solutions qu'on emploie quand on a ce genre de problème, c'est d'utiliser un cache. Et c'est ce qu'on va observer aussi que dans nos accès mémoire, on va souvent employer les mêmes pages. Si j'ai utilisé la page 4 de mon système, par exemple, pour lire une instruction, il y a beaucoup de chances que la prochaine instruction, elle est aussi sur la page 4. Donc si j'ai déjà dû faire une fois l'effort de traduire la page virtuelle 4 en page physique, j'aimerais bien de ne pas devoir... Ici, ça m'a coûté du temps parce que j'ai dû lire de la mémoire. J'aimerais me rappeler de ça. Et puis d'avoir un système qui est plus performant et qui, la prochaine fois que j'ai besoin de la page 4, si je l'ai employée il n'y a pas très longtemps, j'aimerais avoir l'information beaucoup plus vite que devoir encore une fois relire ma table de page. Et typiquement, si on a des pages de 4 kilos, notre système il a des instructions sur 4 bytes aussi. Ça veut dire que j'ai quand même 1000 instructions qui seront sur la même page. Si vous avez un programme séquentiel, un programme qui va fonctionner de manière séquentielle, donc il va une liste d'instructions, j'ai quand même 1000 instructions qui sont sur la même page. Donc ça, si je veux exécuter mon programme qui fait 1000 instructions, j'aimerais pas aller 1000 fois convertir mon adresse virtuelle en adresse physique. J'aimerais le faire qu'une seule fois et les suivantes, j'aimerais l'avoir depuis le cache. Et c'est pour ça qu'on a une cache dans notre système qui permet de faire ça, et cette cache s'appelle la TLB, ou le TLB, ou le Translation Look-Aside Buffer. C'est un buffer, c'est un cache. Il s'appelle Look-Aside parce qu'il est capable de comparer de manière extrêmement rapide. Il compare en parallèle toutes les entrées. Souvent, c'est un cache qui est relativement petit. C'est en général moins que 64 entrées ou 64 entrées au maximum. On verra combien on a dans notre système. On en a en fait 32. Donc il est très rapide. Et ça permet de cacher les références ou de se rappeler les fois qu'on a utilisé une translation d'adresse. Donc voilà les indications sur le TLB. Maintenant, si on a quand même ces pages qui sont si grandes que ça, si on reprend notre exemple de 1 million de pages, c'est juste pas possible d'avoir des pages si grandes. Donc souvent, ce qu'on va faire quand on a des systèmes à 32 bits, c'est qu'on va utiliser des pages sur plusieurs niveaux. L'exemple ici, on a des adresses toujours, des offsets sur 12 bits, donc on a des pages de 4 kilos. Et sur les 32 bits qu'on a à disposition, on a décidé d'utiliser 10 bits pour représenter l'entrée de la table de page de premier niveau, les 10 bits suivants pour le deuxième niveau et les 12 bits pour l'offset. Ça veut dire que la table de premier niveau, 10 bits, ça va de 0 à 1023, 2 puissance 10 c'est 1024,
Et les 10 premiers bits ou les 10 bits de poids fort m'indiquent à quelle position je me trouve dans ma table de premier niveau. Puis ensuite, les entrées maintenant ici de ma table de premier niveau ne pointent pas sur une page, ne pointent pas sur un cadre de page, mais ils pointent sur une table de deuxième niveau. Et l'offset que je vais avoir dans la table de deuxième niveau, je vais le récupérer par les 10 bits suivants ici. Donc si on prend l'exemple qu'on avait ici, sur un système 32 bits, si j'ai décidé de séparer avec 10 bits pour l'index de premier niveau, 10 pour le deuxième niveau et 12 pour l'offset, j'ai des pages de 4 kg de puissance 12 et j'ai 1024 entrées dans mes tables de premier niveau comme de deuxième niveau. Ça veut dire quelle serait la taille d'une table de pages de premier niveau ou de deuxième niveau. J'ai 1024 entrées. On sait que une entrée de la table de page, c'est ce que j'ai ici, hein. Une de ces entrées ici, elle fait 4 bytes. Donc ça veut dire que ma table de page fait aussi 4 kg. J'ai 1024 entrées fois 4 bytes, j'ai aussi 4 kg. Chacune de ces tables de pages font 4 kg et la page fait aussi 4 kg. On verra que ce n'est pas le cas dans notre système embarqué qu'on a chez nous. On a vu aussi l'exemple du processeur 64 bits, qui là c'est encore plus problématique, parce que là même avec 2 niveaux on n'a pas assez, et on a vu que typiquement sur le processeur Intel, on a des pages de 4 kg, mais on a 4 niveaux de table. Donc voilà pour le petit rappel sur la mémoire virtuelle qu'on avait vu dans le cours d'OS. Et maintenant, on va reprendre la matière donc par rapport au cours de système embarqué et revoir ça sous un autre angle. Donc on va voir aujourd'hui ce concept de translation d'adresse. On verra comment aussi à utiliser le cache de la translation. On a déjà vu, c'était justement ce TLB qu'on avait. On va voir comment c'est implémenté sur notre système. Donc on voit ici une autre illustration du système, la MMU qu'on a qui nous permettra d'avoir des adresses. Chaque processus aura ses adresses. Ici, le process 1 a les adresses de 0. Il a ses 4 gigas d'adresses à disposition. Sur un système 32 bits, on a ces 4 gigas. Le process 2, 3, 4, ils auront tous l'impression d'avoir ces 4 gigas pour eux tout seuls. Et la MMU va dire, ok, le code va être ici. Le code du process 1 se trouve ici. Le code du process 2 se trouve ici. Et va faire ce mapping. Tous auront l'impression que le code est au même endroit. Mais en fait, en mémoire physique, il sera à une autre adresse. Donc le rôle de la MMU, c'est de traduire une adresse virtuelle en adresse physique. Et c'est ce qui permet cette isolation ou d'avoir ces processus qui ont des adresses qui ne se partagent pas les adresses. Ça va augmenter la robustesse et la fiabilité du système parce qu'ils ne peuvent pas s'écrire ou se lire leur adresse. Donc aussi la sécurité est également aussi améliorée. Si on regarde aussi la position, on retrouve une illustration ici où le microprocesseur envoie une adresse virtuelle, la MMU traduit ça en adresse physique, et quand on va lire l'information, on reçoit la donnée, le MMU contrôle également le cache et nous dit oui, je veux cacher cette information, ou bien non, je décide de la prendre directement sans la faire passer par le cache. Donc le processeur, lui, travaille avec des adresses virtuelles, et la mémoire, la RAM, elle, reçoit des adresses physiques. En plus de cette traduction, le rôle principal de la MMU, c'est de traduire les adresses virtuelles en adresses physiques. En plus de ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va protéger les accès en mémoire, ce qui va faire en sorte qu'on ne peut pas sortir de ce qu'on a à disposition. Chaque processus n'aura pas accès aux autres, donc on a une protection qui est faite aussi ici. On peut en plus gérer aussi le fait de pouvoir lire ou écrire certaines pages de la mémoire. Et le troisième rôle de la MMU, c'est de permettre de gérer le cache, de savoir quelle page on va mettre dans le cache et de quelle manière on va l'utiliser. Donc les 3 fonctions d'une MMU, c'est d'une part traduire les adresses virtuelles en adresses physiques, deuxièmement protéger les accès à la mémoire, isoler les processus les uns des autres, et troisièmement de gérer la mémoire cache. On retrouve ici une illustration de ce concept de page avec le numéro de la page et un offset.
on peut dire qu'une adresse virtuelle est composée d'une adresse de base, l'adresse de la page, plus un déplacement. Et quand je vais traduire mon adresse virtuelle en adresse physique, je ne vais pas traduire le déplacement restera le même. Je vais juste avoir une nouvelle adresse de base qui sera l'adresse de base dans l'espace d'adressage physique. Donc je vais avoir ici B plus D qui va être traduit en B' plus D. Et le déplacement que j'ai ici à l'intérieur de ma page physique, c'est le même que ce que j'avais ici à l'intérieur de la page virtuelle. La table de translation, elle est dans la mémoire principale, elle est trop grande pour être ailleurs, donc on la met dans la RAM, comme on a vu dans les slides du cours d'OS. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais recevoir une adresse virtuelle ici, B plus D, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer, par rapport à ce qu'on a vu juste avant aussi, quel est le numéro de sa page. Je vais prendre les bits de poids fort pour savoir quel est son numéro de page. Je vais prendre le déplacement à l'intérieur de cette page. Et puis ensuite, j'ai une table de translation. Cette table de translation va commencer à une adresse A. Je vais faire A plus B. Souvent, ce sera plus B fois 4 parce que chacune de ces entrées fait 4 bytes. Donc, je vais faire ici A plus B fois 4. Je vais avoir l'entrée de la table dans la table de translation, dans la table de page. Et là-dedans, je vais retrouver mon B' qui me dira quelle est mon adresse. Et puis, je vais recalculer maintenant. Ça sera B' fois la taille de la page. Donc, je vais shifter le B' du nombre de bits correspondant à la taille de la page et je vais lui rajouter ce déplacement. Ça sera mon adresse physique. Ici encore une fois un rappel et puis une autre illustration du TLB pour éviter de devoir toujours accéder à cette table qui se trouve en RAM et qui nous coûte énormément de temps. Cet accès ici, il est noté, c'est un accès qui est très très lent. Quand j'ai une adresse virtuelle qui est envoyée dans la MMU, le numéro de page est également comparé avec toutes les entrées de ma TLB pour savoir est-ce que j'ai déjà vu ce numéro de page avant, et si oui, si mon numéro de page a déjà été vu avant, alors je court-circuite toute cette partie ici et je donne directement le B' sans devoir aller lire la table de translation, ce qui me fait gagner énormément de temps. Si on n'avait pas la TLB, les systèmes seraient pratiquement inutilisables. Le TLB, c'est vraiment ce qui permet à nos systèmes, à la MMU de fonctionner. Et on voit qu'avec quelques entrées, une trentaine d'entrées, ça suffit amplement. Pour la plupart des cas, on arrive à des taux de réussite ou des taux de succès dans le cache qui sont vraiment très très élevés. Et ça serait même inutile d'augmenter cette taille de cette TLB à beaucoup plus que ce qu'on a déjà dans les cas courants. Sur notre système, sur notre processeur, la MMU ou la mémoire cache va se situer entre la MMU et la mémoire physique. On aurait pu aussi imaginer que le cache soit ici et que le cache utilise l'adresse virtuelle. Non, notre système à nous, dans notre processeur, on utilise l'adresse physique. Donc le cache l'adresse physique. L'avantage de ce système, c'est qu'on a une très grande cohérence entre le cache et la mémoire. Le cache emploie les mêmes adresses que la mémoire. Le désavantage de ce système, c'est que pour lire une instruction ou pour lire une information maintenant, le processeur doit quand même aller dans la MMU pour faire la traduction avant d'aller dans le cache. Dans le meilleur des cas, je vais avoir une adresse que je vais traduire, j'aurai dans la TLB, ça ira très vite, je l'aurai dans le cache, ça ira très vite aussi, mais j'ai quand même cet accès à la TLB qui va être un poil plus lent que si j'avais mis le cache avant. C'est juste une décision de comment ça a été implémenté. Certains systèmes décident de mettre le cache entre le processeur et la MMU. Dans notre exemple, ce n'est pas le cas, mais la perte de performance, elle est vraiment minime si on a un TLB qui est très efficace. Donc le système, on a un TLB, on voit qu'on a 32 entrées dans notre TLB. On avait dit avant, c'était 64 ou moins. Là, on est à 32 entrées. C'est une mémoire qui est complètement associative. Ça veut dire qu'elle permet de comparer en parallèle les 32 entrées. On a une table de page, des tables de page aussi sur 2 niveaux. Sauf que maintenant, on n'a pas fait 2 niveaux qui sont équivalents. On verra ça, comment ça sera implémenté. Mais on peut avoir soit on décide de faire un niveau et puis on fait des grosses pages, on fait des pages de 1 méga. À la place de faire des pages de 4 kilos et d'en avoir 1 million, on fait des pages de 1 million de bytes et on a 4 kilos ou 4000 entrées. Ça nous permet d'avoir une table de pages qui est quand même beaucoup plus petite, alors que 4000 entrées. Par contre, on aura des pages qui seront beaucoup plus grandes, qui vont faire 1 méga.
Si on a beaucoup de processus, si on a une mémoire souvent c'est trop 1 méga, mais ça peut quand même fonctionner dans beaucoup de cas. On peut se dire, ok, on peut très bien lire avec des pages de 1 méga. On va peut-être gaspiller beaucoup, on va employer peu de cet espace dans ces 1 méga, mais ça va très bien fonctionner. Et si on décide de faire des pages sur 2 niveaux, dans ce cas-là, on peut avoir aussi des pages de 4 kg. On peut aussi avoir des pages de 64 kg, mais c'est assez anecdotique. On aura plutôt, nous, des pages de 4 kg. L'algorithme de remplacement dans la TLB, c'est un algorithme de round robin qui implémente le FIFO. Ça, on verra aussi quand on verra les caches, les différents algorithmes de remplacement dans les caches. Là, notre TLB implémente le FIFO. Donc, si on reprend l'illustration de notre système, on a si on décide de faire des pages sur un niveau, comme je vous ai dit, on va avoir un niveau, 4096 entrées. Donc on va prendre les 12 bits de poids fort pour faire l'index ou pour dire quel est le numéro de la page. Et on va garder les 20 bits de poids faible pour le déplacement. Donc si j'ai 20 bits qui sont employés pour le déplacement, je vois bien que j'ai des pages qui vont faire 2 puissance 20 ou 1 méga. Chacune de mes pages va faire 1 méga. Et ma table de page ici, va avoir 4096 entrées, de 0 à 4095, qui va correspondre à ces 12 bits de poids fort que j'ai ici. Et si je veux savoir quelle est la taille d'une de ces pages, chacune de ces entrées fait 4 bytes. Donc si j'ai 4096 entrées fois 4 bytes, j'ai donc la table de page qui me fait 16 kg. 4000 fois 4 bytes, ça fait 16 kg. La taille de la table de page est de 16 kg, la taille d'une page est de 1 méga et j'ai 4096 de ces pages. Une de ces entrées, elle peut soit avoir les 2 derniers bits qui sont à 0. Dans ce cas-là, ça veut dire que cette page n'est pas mappée. Ça veut dire que c'est une adresse virtuelle ou une page virtuelle qui n'a pas de page physique correspondante. L'OS va détecter ça, ça sera une interruption. L'OS va pouvoir la gérer et pouvoir corriger et charger la page peut-être depuis le disque ou depuis un autre système. Mais c'est ce qu'on appelle aussi un page fault. On a une page qui n'est pas mappée. Par contre, si la page elle est mappée, alors j'ai 3 possibilités. Soit je décide de faire un système sur 2 niveaux, et dans ce cas-là, je vais avoir les 2 derniers bits qui seront représentés avec 0,1. Si les derniers bits sont 0,1, ça veut dire que cette entrée-là, c'est en fait pas une page, mais c'est un pointeur sur une table de page de 2e niveau. Par contre, si j'ai les 2 derniers bits qui sont à 1, 0, dans ce cas-là, je suis sur une page, sur une grande page, ou ce qu'on appelle aussi des sections. On a le premier cas, et ça on va le détecter avec ce bit à la position 18 ici. Si ce bit est 0, dans ce cas-là, ça veut dire que je vais pointer sur une section qui a des pages de 1 méga. On peut également aller sur ces super sections de 16 mégas, mais on va peut-être pas aller en détail sur ça. Gardons plutôt les 2 cas qui nous intéressent. Soit c'est une page 2e niveau, soit c'est une section. Donc dans ce cas-là, je décide de faire des pages, 4096 pages de 1 méga. Combien est-ce qu'il me faut de bits pour représenter le numéro de ma page? Le numéro de la page a besoin de ces 12 bits ici. Donc mon adresse virtuelle, c'est ces 12 bits que je dois remplacer par 12 nouveaux bits qui seront les bits de la page physique. Les 20 derniers bits restent les mêmes, mais les 12 bits, je dois les remplacer. Donc je dois avoir 12 bits également dans ma table, et c'est ce que j'ai effectivement ici. Entre le bit 20 et le bit 31, j'ai ces 12 bits qui vont être utilisés pour représenter le numéro de la page physique. Si maintenant je décide de faire des tables sur 2 niveaux, dans ce cas-là, je vais utiliser ce mode-là, et là je vois que j'ai les bits 10 à 31, donc j'ai 22 bits pour représenter l'adresse de la table de 2e niveau. On dira c'est embêtant, j'ai 22 bits, ma table peut être plus ou moins n'importe où. Pourquoi est-ce que j'ai que 22 bits? Comment est-ce que je peux représenter toutes mes adresses avec uniquement 22 bits? Alors ces 22 bits, il faut savoir que ce n'est pas les bits de poids faible de l'adresse de ma table, mais c'est bien les bits de poids fort. Ça veut dire que mes tables de 2e niveau doivent toutes commencer avec les 10 derniers bits qui sont à 0. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les 10 derniers bits à 0? Ça veut dire que les tables de 2e niveau sont alignées
de manière à ce que leurs 10 derniers bits sont 0. 10 derniers bits, 10 bits c'est 1 kilo. Donc ça veut dire que mes tables de deuxième niveau sont alignées à des adresses qui vont de 1 kg en 1 kg, ou elles sont alignées à 1 kg. L'adresse, chaque table de page de deuxième niveau commence à un multiple de 1024, elles sont alignées à 1 kg. Regardons qu'est-ce qu'on a dans ce deuxième niveau. Alors si on a utilisé les 12 premiers bits ou les 12 bits de poids fort pour indexer dans la page de premier niveau, on a ces 4096 entrées dans la table de premier niveau, on a 12 bits ici pour représenter le déplacement ou l'offset, parce qu'on a des pages de 4 kg. Alors il me reste ici les bits 12 à 19, donc il me reste 8 bits pour représenter l'index dans la page de deuxième niveau, ou dans la table de page de deuxième niveau. Donc ça veut dire que si j'ai une adresse que je dois décoder comme ça, je vais prendre les 12 premiers bits ou les 12 bits de poids fort pour savoir à quelle position je me trouve, quel est l'index dans ma table de premier niveau. Là, je vais avoir une adresse sur une table de deuxième niveau qui doit être, qu'on a vu, alignée à 1 kg. Donc là, elle commence toujours à un multiple de 1 kg. Et je vais avoir 256 entrées dans cette table de deuxième niveau. Pourquoi? Parce que j'ai 8 bits pour l'index. Donc ces 8 bits, ça me donne une valeur entre 0 et 255, donc 256 entrées. Et si on regarde quelle est la taille d'une de ces tables de pages de deuxième niveau, c'est 256 entrées, fois une de ces entrées qui fait également 4 bytes. Comme pour une table de premier niveau, on avait 4 bytes. La table de deuxième niveau, elle, fait aussi 4 bytes. Donc j'ai 256 fois 4, 1024. Une table de deuxième niveau fait 1 kg. Et comme on l'avait vu avec cette indication-là, elle doit être également alignée à une adresse de 1 kg, ça tombe bien. La table de deuxième niveau a une taille de 1 kg et elle est alignée à 1 kg. Donc voilà, on illustre ici le schéma complet de notre système. On a les 12 premiers bits qui indiquent l'offset, ou qui indiquent plutôt l'index dans la table de premier niveau. Une fois que j'ai trouvé l'entrée, je vais avoir ici ces 22 bits que je vais compléter avec 10 bits qui valent 0 pour avoir l'adresse de ma table de deuxième niveau. Je vais prendre les 8 bits qui se retrouvent ici pour savoir quel est mon index dans ma table de deuxième niveau. Et dans ma table de deuxième niveau, je vais avoir ici maintenant le numéro de la page physique que je veux utiliser. Donc là, j'ai deux accès mémoire. Alors, c'est encore plus lent qu'avant. Avant, on en avait déjà un, c'était pas bien. Maintenant, on en fait deux. Un dans la table premier niveau, un dans la table deuxième niveau. Mais là aussi, le TLB va faire en sorte que le TLB, il va cacher tout ça, lui. Il va directement cacher les deux informations. On va être beaucoup plus rapide. Le numéro de page que le TLB, il se rappelle, il va prendre, lui, ses 20 bits et il va comparer ça avec son entrée. Donc on a vu ici ce qu'on avait dans une table de premier niveau, soit des sections de 1 méga, soit un pointeur sur une table de deuxième niveau. Dans une entrée de la table de deuxième niveau, là aussi, on a soit les deux derniers bits qui sont à 00, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un page fault, la page n'est pas mappée, ou alors on peut avoir des pages de 4 kg, c'est l'exemple ici d'une small page, j'ai une page de 4 kg, on peut aussi avoir des pages de 64 kg qui regroupent ces entrées, là aussi on va pas aller en détail sur ça, on va plutôt regarder qu'est-ce qui se passe si j'ai des pages de 4 kg. Pour une page de 4 kg, quel doit être mon numéro de page, sur combien de bits doit être le numéro de page. Si on reprend ici mon offset qui est sur les 12 bits, je dois avoir ici, maintenant si j'ai des pages de 4 kg, j'ai 20 bits pour représenter le numéro de la page, alors je dois aussi avoir 20 bits, et c'est ce que j'ai ici, de 12 à 31, j'ai effectivement ces 20 bits ici qui me représentent le numéro de la page physique, correspondant à ma page virtuelle. Voilà. Avec ça, ça termine ce chapitre sur la MMU, les mémoires virtuelles et les traductions d'adresses, les tables de pages. Regardez encore une fois pour bien comprendre ce concept de on a des pages, on a des tailles de pages, on a des tables de translation, on a une entrée de la table de translation qui est expliquée ici. Là, on explique qu'est-ce qu'on a dans ces entrées de table de translation.
Donc on a également des tailles de table, on a les tailles de pages, on a les tailles de table. Si je répète ici encore une fois, pour notre système sur notre processeur ARM, on a si on fait un système à 2 niveaux, on a des pages de 4 kg, vu que je prends l'offset sur les bits de 0 à 11. J'ai 4096 entrées dans la table de premier niveau, parce que j'ai 12 bits ici de poids forts qui sont employés comme index. Ma table de premier niveau fait 4000 entrées x 4 bytes, elle fait donc 16 kilobytes. J'ai 8 bits pour les tables de deuxième niveau, ça veut dire que mes tables de deuxième niveau ont 256 entrées. La taille d'une table de deuxième niveau, c'est 1 kg, 256 aussi de nouveau x 4 la taille d'une des entrées. Donc la taille d'une table de deuxième niveau fait 1 kg et la taille de la page fait 4 kg. Voilà, vous devez être capable de jongler un peu avec ces indications et uniquement en voyant ça, vous devez être capable de déterminer quelles sont toutes les tailles. La taille de la table de page, la taille de la page, le nombre d'entrées dans les tables de page de premier et de deuxième niveau. Voilà, ça termine donc ce chapitre sur la MMU. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.